bonjour. J'ai démarré le copywriting par hasard à l'âge de 14 ans. Il faut imaginer une version plus petite, plus maigre, boutonneuse. Et à l'époque où la vraie grosse douleur, c'est personne ne me regarde, j'arrive pas à séduire. Donc, j'ai profité de tous mes amis qui avaient besoin d'envoyer des textos à toutes leurs copines pour affiner un peu ma plume. C'est comme ça que je suis devenu copywriter, pour comprendre le pouvoir des mots. J'arrivais à obtenir des réactions à des textos. On avait une super présentation de 30 slides, je crois qu'on n'en a que 4 ici, donc on va meubler et on va le faire de mémoire. Je n'ai pas été copywriter tout de suite, j'ai décidé de partir faire des achats, mais les mots sont beaucoup plus attirants. Et aujourd'hui, je pense que vous pouvez apprendre à rédiger votre contenu, à rédiger vos contrats, à écrire des mails, à trouver des prospects, peu importe, avec le choix des bons mots. Il y a une semaine, je me suis amusé à décrypter les programmes. C'était il y a une semaine, 2 semaines, je ne sais plus, pour les élections européennes. J'ai regardé tous les programmes. Comment est-ce que chacun communiquait? C'était fascinant. Qui utilisait des sourires? Plus c'était bleu, plus il y avait du sourire. Qui utilisait des QR codes pour faire cliquer? Moi, s'il n'y a pas un appel à l'action à la fin, je ne comprends pas. En tant que copywriter, on n'écrit pas un texte comme ça dans le vide. On n'écrit pas un texte juste « Ah, j'ai une idée à partager ». Non. Derrière, on attend une réaction. Pour ceux parmi vous qui ne seraient pas familiers avec le terme de copywriting, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, si je devais résumer. C'est l'art de choisir les bons mots pour obtenir une réaction. Les réactions que je souhaite obtenir aujourd'hui, vous les connaissez. Lire plus, abonnez-vous à la newsletter, acheter, donner à la Croix-Rouge, variable. Il y en a beaucoup. D'accord ? Je ne veux pas que vous lisiez un mail sans rien faire. Je ne veux pas que vous regardiez une vidéo YouTube sans rien faire. Si vous partez et qu'à la fin il ne se passe rien, c'est que j'ai échoué dans ma mission. Le copywriting, ça va être l'art de structurer un texte de vente de telle manière que du début, du titre, du gros titre, des premiers mots, jusqu'à la fin, votre lecteur, il se sente tenu par la main, il se sente accompagné et qu'il ne puisse pas aller ailleurs tellement votre écriture est bonne. Ça, c'est ça qui est bien à l'écrit. Tu as le temps d'éditer, tu bégayes pas à l'écrit, tu peux reprendre tout correctement. Votre lecteur, grâce à des principes de persuasion, à des principes d'influence et à des mots magiques, vous allez le guider jusqu'à l'action que vous voulez qu'il fasse. Ça peut être très politique, comme ça peut être du copywriting caritatif. D'ailleurs, pour ceux qui, parmi vous, soit sont bénévoles, volontaires dans des ONG, des associations caritatives, c'est un des domaines les plus concurrentiels qui soit. C'est extrêmement créatif. Si vous voulez apprendre un peu le copywriting, allez regarder ce que font les associations caritatives parce que c'est extrêmement créatif et violent. Toujours les 4 slides. OK. Bon, pour résumer ce que vient de dire Selim, en fait, on est tous comme des malades à scroller, comme des fous. On est, je vous apprends rien, ultra sollicité. Donc, qu'est-ce qui va faire que votre audience va s'arrêter sur votre vidéo, votre article de blog, votre email? Je crois qu'il en a parlé. C'est le copywriting. Donc, aujourd'hui, le copywriting est une des compétences marketing qu'il faut absolument maîtriser. Alors peut-être que demain, ça sera remplacé par l'IA, j'en sais rien. On peut déjà probablement s'aider un petit peu de l'IA, mais dans tous les cas, c'est absolument essentiel, parce que sinon, on produit des contenus qui, au final, ne lisent pas. Et c'est quoi qui fait la différence entre un bon contenu qui est ignoré et un bon contenu qui est consommé? C'est le copywriting. Donc l'image, c'est la pincée de sel qui va exhauster le goût, et c'est ce qui va faire que, à un moment donné, je suis sur TikTok, je suis sur LinkedIn, je scrolle comme un malade, puis là je me dis il y a peut-être quelque chose qui est fait pour moi, et donc je m'engage, je lis, et c'est déjà le démarrage. Après,
Dans cette masterclass, on ne vous parlera pas des structures. Vous attendez peut-être des structures de posts LinkedIn parfaites pour faire cliquer. On ne vous parlera pas d'AIDA, on ne vous parlera pas de PAS, de Pastor, de BAB, toutes ces structures qui fonctionnent très bien pour écrire des messages. On va plutôt être dans quoi ? Dans le concret différemment, dans le concret des idées, ça existe. Ce matin, Stéphane ? Bah oui, on va vous parler déjà des 2 piliers sur lesquels construire votre copywriting. Et puis après, effectivement, des petites formules. J'espère qu'on va récupérer les slides. Donc pour l'instant, on est un peu... Au pire, on le fera, voilà. on le fera au téléphone s'il le faut. Et si vous voulez, on va commencer avec une anecdote de ce matin. Est-ce que ce matin, certains étaient là pour la première conférence sur le cerveau des 300 000 ans, l'évolution ? Moi, l'information que j'ai adorée, c'est les personas, c'est mort. On ne travaille pas avec des personas. D'accord ? Ça m'a vraiment intéressé parce que ça, je l'ai découvert en 2013. En 2013, on remonte, on est 11 ans en arrière. À l'époque, la planète entière, elle danse sur Daft Punk, les robots, pour faire un lien avec l'IA. Et là, moi, je suis en train d'écrire. À l'époque, j'étais coach en séduction pour hommes. J'aidais les hommes à trouver les bons mots pour séduire. Je suis en train d'écrire mes contenus. Ça fait déjà 3 ans que j'écris des guides pour réussir son premier rendez-vous, guides pour prendre confiance en soi. Et on frappe à la porte. Il n'y a jamais personne qui frappe à la porte. Nos bureaux sont sur les Champs-Élysées, on est caché au 6e étage. Il n'y a jamais personne qui frappe à la porte. J'enlève le casque, je sors, je vais voir. Et là, en face, je vois un monsieur de 70 ans qui vient m'expliquer qu'il a perdu le mot de passe pour sa formation « Comment réussir son premier rendez-vous ». Là, il y a un truc qui a explosé dans ma tête. Parce que moi, ça fait 3 ans qu'on m'avait parlé de persona et qu'on m'avait dit, alors, quand tu écris, tu dois penser à Rémi. Rémi, il a 30-35 ans, c'est mon avatar client, c'est le persona. Rémi, il a 30-35 ans, il vit à Paris, il a fait des études, il a un bon salaire, il n'a pas forcément trop d'amis et il est un peu timide, mais plein de caractéristiques comme ça. Et en face de moi, ce n'est pas du tout Rémi que j'ai. Donc il y a un truc dans ma tête, je me dis, ok, mon marketing est mauvais, je ne sais pas qui est mon client. Et à partir de là, ça a été une vraie révolution de notre contenu et de notre manière d'écrire et de produire finalement. Pour reboucler sur ce que disait le monsieur de ce matin, l'écoute, l'importance de l'écoute. Ali, je vais redonner son mot de passe au monsieur. Il est parti réussir ses premiers rendez-vous. Et par la suite, on a envoyé des sondages, beaucoup plus de sondages, des sondages un peu marrants à nos clients, ceux qu'on avait déjà en base mail. Et on leur a demandé quelles sont vos 3 plus grosses douleurs. Et ça nous a sorti nos 3 best-sellers par la suite. On répond aux besoins du client. Avant, on faisait tout à l'envers. Donc aujourd'hui, plus de persona pour nous. On a vraiment changé. Et avec un peu de chance, on va retomber sur nos slides. La séduction et le copywriting, c'est la même chose. Séduire, en latin, c'est seducere. C'est vraiment faire sortir du droit chemin. Il y a un trajet qui est génial à faire en voiture. Vous partez de Los Angeles, vous allez vers Las Vegas en voiture. Avant d'arriver à Vegas, peut-être une demi-heure avant, en plein milieu du désert, la nuit tombe, ça scintille déjà. Il y a une ville qui brille comme ça, et c'est pas Las Vegas. Ton GPS, il te le dit, mais pourtant tu t'arrêtes. Tu as envie de voir. Et ça, c'est vraiment le pouvoir premier de la séduction. Te faire sortir de ta route, c'est ce qu'on demande en numéro 1 à un copywriter. Savoir attirer l'attention. Bon, ben voilà, on va pouvoir démarrer, Célim. Si on commençait. Les personas, à ce moment-là, j'ai compris, donc le monsieur, 70 ans, il s'en va. J'ai compris que ma méthodologie d'écriture n'était pas la bonne. Et c'est là que j'ai découvert le job to be done, qui est un des piliers du copywriting. Donc il faut absolument travailler sur le job to be done pour comprendre finalement les comportements. Et ceux qui ont assisté à la conférence ce matin, j'espère que vous l'avez compris justement. Donc c'est une manière concrète de mettre en œuvre les enseignements qu'on a eus ce matin. Donc le job to be done, je vais vous raconter une petite histoire, c'est celle du milkshake. Enfin, si mes slides veulent bien passer, mais c'est pas possible. C'est un gag.
Bon, moi, je vais essayer d'improviser. Donc, c'est le milkshake de McDonald's. L'équipe dirigeante s'aperçoit qu'un jour, en contrôlant les chiffres de vente, s'aperçoit que McDonald's fait bien moins de ventes que leurs concurrents sur le segment milkshake. Et donc, ils demandent à leur équipe marketing de se bouger les fesses et de tenter de rétablir un peu la barre et de retrouver des chiffres de vente plus conformes à leurs attentes. Donc l'équipe marketing réunit un panel de consommateurs, les fait discuter, relève quelques idées d'amélioration, par exemple proposer des nouveaux goûts, avoir un packaging un petit peu plus sympa. Donc ils mettent en œuvre ces idées d'amélioration et ils contrôlent les ventes 3 mois plus tard. Malheureusement, les ventes n'ont pas bougé d'un iota. Rebelote, ils réunissent à nouveau un panel de consommateurs et 3 mois plus tard, une fois avoir implémenté les quelques idées des consommateurs, toujours pareil, les ventes n'ont absolument pas évolué. Et dans l'équipe marketing, il y a un des marketeurs qui avait entendu parler du job to be done et de Clayton Christensen, qui est le père du job to be done. Et ils disent, bon, peut-être qu'eux vont pouvoir nous aider. Et ils appellent donc ce fameux Clayton que vous voyez à l'écran. Le cabinet de Clayton délègue un de ses consultants qui va s'installer dès l'ouverture à côté des caisses, un McDo à fort trafic, et observe les gens qui achètent du milkshake. Et là, donc, il regarde à quelle heure les ventes s'opèrent. Est-ce que c'est consommé sur place ou emporté? Est-ce que c'est consommé seul ou avec d'autres plats? Et là, il fait une découverte. La moitié des ventes sont faites avant 8h30 par visiblement des gens qui partent au travail. Du coup, il s'est dit, bon, tiens, je vais aller les interroger pour comprendre pourquoi ils achètent du milkshake. Il pose 2 questions. La première, c'est quel est le job que vous assignez à pourquoi vous recrutez quelque part du milkshake le matin avant 8h30? Et deuxième question, c'est quelles ont été les alternatives que vous avez recrutées par le passé? Et là, les réponses fusent. Des personnes disent, nous, avant, on mangeait des bananes, mais le problème, c'est qu'en 1 minute 30, c'est consommé, et puis 1 heure plus tard, on a la dalle, donc on est obligé de grignoter. D'autres disaient, nous, on avait recruté des beignets, mais le problème, on avait les doigts extrêmement gras, et puis on salissait notre cravate, notre chemise, donc c'était pas très, très pratique. Et puis en plus, au bout de 1 heure, 1h30, rebelote, on avait la dalle, donc on était obligé de grignoter. Et puis, 3e catégorie, ceux qui mangeaient des sneakers, des barres chocolatées. Et là, la réponse était, on se sentait un petit peu coupable, quelque part, de manger ces cochonneries. Et puis, rebelote, au bout d'1 heure, on avait la fringale. Tandis que le milkshake nous accompagnait durant notre trajet au travail, parce qu'il nous faut bien plus qu'1 minute 30 pour avaler un milkshake. Et surtout, il nous donnait un sentiment de satiété qui nous faisait patienter jusqu'à la pause de midi. Comprenant ça, McDonald's s'est dit, mais finalement, nos concurrents, ce ne sont pas les milkshakes des chaînes concurrentes, ce sont les sneakers, les bananes, les beignets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont épaissifé légèrement la formule pour qu'elle tienne encore plus longtemps et qu'elle donne une impression de satiété encore plus grande, et ils sont allés récupérer, chasser des gens qui étaient encore à la banane, au beignet et aux barres chocolatées. Donc une population bien évidemment excessivement importante. Résultat des courses, plus de 400% de ventes sur le segment milkshake. Voilà. Donc à travers ça, je te repasse la parole. À travers ça, on travaille beaucoup moins avec les personas, parce que parfois les personas, on a dans le copywriting un peu c'est ce qui résume le mieux l'échec des personas. Cette jolie photo, vous avez ici 2 hommes qui sont nés en 1948 en Angleterre,
qui sont millionnaires, qui vivent dans des châteaux, qui aiment les chiens, et qui ont 2 fils, qui ont 2 enfants. Ils n'ont absolument pas les mêmes besoins. On doit absolument réfléchir, pas au who, mais au why, au what for. What for, le pourquoi, à quoi ça sert. C'est ça véritablement le job to be done. Et à chaque fois que vous hésitez sur à qui je m'adresse, pensez vraiment, en fait, ce n'est pas à qui je m'adresse, c'est quel est leur besoin. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de résoudre? Et quel est leur comportement d'achat aussi, qui est très, très éclairant. Allez, celle ou celui qui devine donc la suite du slogan gagne un petit cadeau. Alors je ne sais pas comment tu fais pour passer les slides d'ailleurs. Ah ouais, directement à la souris. Bon, bah, très bien. Voilà. Donc aveu. Voilà. Voilà un slogan qui illustre parfaitement le copywriting. Nestlé, qui a sorti donc une barre chocolatée dans un domaine ultra concurrentiel, est allé voir un publicitaire, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et puis il s'est dit, voilà, monsieur le publicitaire, débrouillez-vous, mais il faut qu'on installe sur le marché notre barre chocolatée. Le publicitaire s'est dit, finalement, c'est quoi le job to be done d'une barre chocolatée? Généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une pause? Bon, on prend un petit encas, on prend un peu de chocolat, on prend une barre de chocolat chocolaté ou une banane, enfin peu importe. Et donc le slogan, have a break, have a Kit Kat. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est issu d'un travail de copywriting. Alors qui c'est qui avait gagné? Parce que j'ai des petits Kit Kat pour vous. Conférence interactive et nourrissante. On va maintenant voir le deuxième pilier qu'on voulait aborder dans la partie 3, qui est le nudge marketing. Le nudge marketing, c'est génial, c'est très visuel. Nous, les hommes, nous connaissons parfaitement le souci. Mesdames, si vous n'avez jamais entendu parler, si vous n'avez jamais lu le livre Nudge, je vous le recommande bien évidemment. Et tout commence au pays orange. Un simple urinoir va donner un coup de pouce à votre marketing grâce à cette belle histoire. Alors là, on part à Amsterdam sur l'aéroport de Schiphol, et catastrophe dans les toilettes masculines. Tous les hommes font pipi à côté, et donc les équipes de nettoyage en ont marre de passer énormément de temps à nettoyer les toilettes hommes comparativement aux toilettes femmes. Et ces équipes ont l'idée d'aller interroger un prix Nobel. L'histoire ne dit pas comment ils ont eu l'idée, mais dans tous les cas, le prix Nobel étudie la question et dit tiens, ça serait pas mal de mettre un petit sticker ressemblant à une mouche bien placé au fond de l'urinoir, et les hommes vont viser la mouche. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est très très drôle. Donc c'est un petit coup de pouce pour que finalement nos comportements soient meilleurs, soient optimisés. Donc ça s'appelle le nudge, et le nudge marketing vise exactement à faire ça. C'est inciter, alors ce n'est pas de l'arnaque, il faut encore que derrière la promesse soit tenue, il ne faut pas faire de surpromesses, mais c'est inciter positivement quelqu'un, votre audience, à prendre une action. Vous avez un call to action, un appel à l'action, par exemple, abonnez-vous, s'inscrire. Comment vous allez faire avec le nudge marketing pour optimiser vos conversions? Voilà. Donc pensez à la mouche, c'est typiquement ce qu'il faut tenter d'arriver à faire grâce au nudge marketing, et le copywriting, bien évidemment, s'appuie sur ce nudge. Vous voyez, voilà, avec un peu de gaming, comment on peut accélérer les résultats. Là, c'est quand même 46% de réduction des détritus jetés par terre en moins, grâce à ces petits hacks qui vont effectivement tout simplement biaiser notre cerveau, et du coup, on a envie de s'amuser et puis de prendre la poubelle comme, je sais pas quoi, un panier de basket par exemple, et donc ça donne envie forcément de jeter son papier gras dans la poubelle plutôt que par terre. Voilà, et puis une illustration du nudge marketing donc sur un call to action. Vous voyez que ce call to action-là est parfaitement, alors c'est dommage, je l'ai en anglais, mais bon, peu importe, est parfaitement optimisé avec le nombre de personnes qui sont déjà abonnées,
Donc là, c'est une forme de preuve sociale. Vous dites, il y a quasi déjà 6000 personnes abonnées, c'est que ça doit être très 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 bien. Vous avez également, si vous allez remarquer, les 0,4% de gens qui se désabonnent, donc ce qui est un très 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 beau taux. Donc là aussi, on se dit, tiens, il y a très peu de personnes qui se désabonnent, donc ça doit être un super contenu. Et vous avez des bénéfices à vous abonner qui sont très explicites, hein, et également le call to action qui est transformé en call to value. Donc là aussi, plutôt que de dire abonnez-vous, cliquez ici, on a upgrade your my marketing. Donc c'est un bénéfice, hein, tout simplement. Voilà, alors comparativement à ce type de call to action, d'appel à l'action, vous voyez la différence. Hein. Ici, pourquoi j'irai finalement recevoir les actualités de la société là, qui propose ce call to action. Et donc vous faites un petit peu de copywriting, vous pouvez augmenter les taux de conversion des fois de plus de 300%. Juste en mettant par exemple un bénéfice. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière une inscription? Le copywriting, c'est l'art de bien présenter l'information. On a des techniques qui sont comme ici, lors de la présentation d'une offre, vous avez déjà vu sur tous les logiciels en ligne ou sur toutes les offres de formation en ligne, on a souvent l'offre gratuite, la meilleure offre. Remarquez à quel point on la fait ressortir. À côté, les autres, c'est tout gris, c'est complètement invisible. Elle est mise en avant en couleur. Et pourquoi les mots sont différents? On a économisé 50% pendant 3 mois, ce qui n'est pas le cas sur les autres. On a la possibilité, grâce aux mots et au design, d'orienter. Le nudge marketing, c'est vraiment ça, c'est comment je vais te donner cette petite pouce dans le dos pour que tu ailles dans la bonne direction, pour que tu ailles sur mon produit le plus rentable et pas sur celui où je gagne un peu moins, sur celui où j'ai le moins d'entretien, celui sur lequel j'ai le moins de SAV. On est là quand même pour vendre, celui peut-être sur lequel on délivre le plus de valeur aux clients. Vous avez à votre disposition ces deux outils, le choix des bons mots et la structure, de quelle manière elles arrivent. On voulait terminer avec 7 tips de copywriting concret. C'est copywriting concret, ce n'est pas les tips qui sont concrets, c'est vraiment du copywriting concret. Il ne manque pas un S. Point important, aujourd'hui sur l'IA, j'ai fait un truc qui n'existe pas, un bol breton Selim, c'est pas très breton, mais je l'ai customisé aux couleurs de ma région, l'Alsace. On peut tout faire grâce à l'IA, on peut parler à notre client. Maurice Lévy, boss de Publicis, il ne l'est plus. Il a quitté Publicis, mais depuis des années, il fait des vœux. Et ces vœux sont toujours très très drôles. Cette année, grâce à l'IA, ils ont ultra personnalisé les vœux pour les salariés. Ils ont fait ce que je fais avec ma fille à Noël. À Noël, s'il y a des parents parmi vous, vous savez la vidéo personnalisée du Père Noël. Ma fille, on rentre sur le formulaire, donnez-nous son prénom, on donne le prénom, donnez-nous une caractéristique, tu as de beaux cheveux, par exemple. Et elle a le Père Noël qui lui fait une vidéo personnalisée où on lui dit « Alma, j'ai appris que tu as été très sage cette année. Oh, et en plus, tu as de beaux cheveux. » Elle était contente, c'était génial. Maurice Lévy, il fait la même chose, mais à 100 000 collaborateurs. Il leur a fait remplir 3 lignes sur leur centre d'intérêt, sur les missions dans lesquelles ils ont travaillé. Et ils ont tous reçu une vidéo différente. Ça, c'est une copie d'écran pour le salarié ou la collaboratrice qui adore le wakeboard. Mais ce n'est pas du tout la même pour celui qui aime le parachutisme. Ça, c'est mignon sur des vœux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, sur vos bases mail, vous allez pouvoir enrichir un peu, prendre de la data, poser 2-3 questions et envoyer chacun de vos prospects sur des landing pages personnalisées. Et là, on va arriver à quelque chose de vraiment très très fort. Ce sera toujours vos mots, parce que vous allez devoir les choisir, mais ce sera ultra personnalisé. Vous ne parlez pas à une foule. Je ne m'adresse pas à une salle remplie. Je m'adresse à vous, puis je m'adresse à vous. Quand vous écrivez un texte, vous n'écrivez pas au pluriel, vous écrivez au singulier pour un seul lecteur. Le lecteur, il est là, il est en train de scroller sur son téléphone, dans son canapé. On ne parle qu'à lui. Il ne fait pas partie d'un groupe. Il est lui, tout seul, avec son besoin, sa douleur. Vous lui parlez au singulier. Le deuxième tips, il est un peu plus dur
Parfois, certains confondent ça avec de la manipulation. On a un objectif de vente, on a un impératif de vente. On dit dans le copywriting que la douleur vend plus que la douceur. On dit qu'il est plus facile de vendre de l'aspirine que des vitamines. Parce que la douleur, elle nous tient. La douleur, elle nous fait mal. On a envie de la résoudre. Dans votre copywriting, dans votre manière d'écrire des emails, des articles, des posts LinkedIn, dans tout votre contenu, à chaque fois que vous allez rajouter un mot négatif dans votre titre, vous augmentez de 2,3% la chance de cliquer. L'étude, elle vient de Harvard, ils ont pris des titres et ils ont rajouté un mot négatif, puis un deuxième, et ça augmente, ça augmente. Hier, je ne suis pas allé chercher loin pour terminer la présentation, j'ai pris la homepage du Monde, Le Monde, hier, Le Monde, le journal de référence en France. Premier titre, visé, c'est pas très positif, mais ça va. Visé par une nouvelle enquête, c'est jamais fou, Éric Ciotti dénonce, négatif, manipulation, on est déjà à peu près 4 mots. Le plus fort, ce serait manipulation. Juste en dessous, c'est un peu flou pour vous, donc je vais vous le lire. Dissolution de l'Assemblée, pas fou. Les macronistes sous le choc c'est négatif. Et la tentative de sauve qui peut. Voilà, sauve qui peut, tu sais que ce n'est pas un truc positif. On continue avec les amis d'Éric Ciotti. Celui-là, il n'est pas fou, il y a juste minoritaire dedans. Troisième titre, en cas de cohabitation, quel serait le risque de paralysie? On est sur du négatif. Ils ne sont pas là pour être gentils, ils veulent des clics. D'accord ? La presse, les médias veulent des clics. Chaque année, vous voyez comme moi apparaître des médias positifs avec des super infos positives qui donnent le sourire. Ils tiennent 6 mois, 1 an et ils disparaissent parce qu'on est beaucoup plus, en tant qu'être humain, attiré par la négativité. Ça s'appelle le biais de négativité. On a envie de voir ces choses qui nous font peur et qu'on n'aime pas. Ça nous fait réagir beaucoup plus fort. Donc, ça donne, si je peux me permettre, ça donne lieu à une formule qui s'appelle PAS, P-A-S, qui est très connue finalement des copywriters. C'est problème, agiter le problème, solution. Très souvent, on a tendance à parler de notre solution, à la présenter, alors qu'en fait, il faudrait parler du problème que notre solution arrive à résoudre. Exposer le problème, agiter le problème, c'est-à-dire vraiment on prend le couteau et on l'enfonce dans la plaie et on touille, là on fait mal. Donc si vous ne réglez pas votre problème, voilà à quoi vous risquez. Et ensuite, présenter la solution. Et là, bien évidemment, la solution arrive comme une forme de délivrance. Et vos call to action, vos appels à l'action ou vos pages de vente sont beaucoup plus puissantes. Donc souvenez-vous, passe, problème, agiter le problème, solution. Super efficace. On continue avec le conseil KISS. Keep it simple, stupid, écrivez court. Victor Hugo, une phrase de 823 mots pour votre plaisir. C'est incompréhensible, c'est trop long, on ne se souvient plus du début de la phrase. Marcel Proust, 856 mots. Quand vous ne savez pas comment rédiger une phrase, on parle d'une notion technique, c'est l'empamnésique, ce que le cerveau il peut retenir comme information. Pour vos phrases, 9 à 20 mots maximum. Quand vous êtes à 20 mots, je sors déjà le carton jaune, d'accord ? 15 mots, 20 mots maximum. Si vous êtes sur Word ou Google Doc, allez à une ligne et demie maximum. 2 lignes, quand vous êtes à 2 lignes, ça va commencer à devenir compliqué à retenir, à comprendre. 2 lignes maximum. Faites court. L'être humain, il n'est pas fait pour traiter beaucoup d'informations compliquées en même temps. Je vais un peu plus vite pour respecter votre temps. La voix passive doit être tuée. Les gens qui écrivent en voix passive, ça c'est un exemple de voix passive, c'est pas bon du tout. Stephen King, le romancier, il disait mais la voix passive c'est horrible. C'est un vieux réflexe qu'on a, nous surtout en France, on aime bien écrire. On est un pays de littérature. Le copywriting c'est très anglo-saxon, c'est très directif. Quand on écrit sur une page de vente, notre objectif c'est quoi ? C'est de mettre notre lecteur dans un état d'esprit d'action, la voix active et la voix de l'action. Stephen King, son exemple, c'est « Le cadavre est déplacé par les brancardiers ». Mais non, personne n'écrit ça. Le cadavre, il ne fait rien, il n'est pas acteur. Dans l'autre sens, les brancardiers déplacent le cadavre. Là, on est dans la voie active. Je vous ai trouvé un exemple très très drôle. Un joueur de foot blessé se fait encore plus amocher par des brancardiers qui l'ont laissé tomber. Là, pour le coup,
C'est intéressant d'utiliser la voix passive parce qu'effectivement, le joueur de foot, il est passif. Il faisait rien, il était sur son brancard et encore, il se fait attaquer. 90% du temps, pas de voix passive, ni de participe présent enlevé. ChatGPT fait beaucoup de participes présents. Ça me permet de voir vraiment les textes écrits par l'IA. ChatGPT, beaucoup de participes présents que vous pouvez enlever. Allez, quelques formules pour finir. Donc la formule What's in it for me, vous voyez la différence. Nous sommes leaders de la literie depuis 30 ans. Ou dormez bien, vivez mieux. Bien évidemment, dormez bien, vivez mieux est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que la première formulation. Oula. Je vais trop vite. Voilà. Soyez également super spécifique. Les meilleurs moyens de gagner du temps ou gagner 2 heures par jour en hackant votre productivité avec 7 astuces. Pourquoi ça marche beaucoup mieux? Parce qu'on sait ce qu'on va gagner précisément et on sait comment on va le gagner. Alors après, ça ne plaît pas ou ça plaît, peu importe. Hein, mais à la limite, vous rendez même service à des gens à qui ça ne plaît pas, parce qu'ils disent c'est pas fait pour moi, je passe mon chemin. Au moins, je ne perds pas mon temps. Donc beaucoup plus d'efficacité lorsque vous êtes ultra spécifique. Efficacité en termes de clics, c'est testé. Chaque fois qu'on envoie des mails, ça vous le savez, vous faites des A/B tests. Quand vous mettez des chiffres dedans, ça clique davantage. Une émotion, bien évidemment, 25 outils pour votre SEO. Si vous vous intéressez au sujet du SEO, vous êtes tombé des centaines de fois sur ce type d'accroche, et donc vous vous dites, bon, ben, les 25 outils, je les connais par cœur. Vous rajoutez surprenant, voilà, le cerveau va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose que je ne connais pas, et donc je vais aller voir, je clique sur le titre, ou je vais, dans tous les cas, m'intéresser à l'article ou à l'email si c'est un email. Alors bien évidemment, toujours pareil, hein, il faut que ça soit surprenant, hein, sinon c'est de l'arnaque. Voilà, très souvent également, c'est ce que j'appelle la formule bénéfice et qui est très simple à utiliser, c'est qu'on exprime généralement notre service, notre produit à travers des fonctionnalités. Or, mettez-vous à la place, dans les baskets de votre audience, de votre cible, les fonctionnalités, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est quel est le bénéfice que m'apportent ces fonctionnalités. Donc on peut imaginer qu'on vende des landing pages, un système, hein, un logiciel de landing page et de call to action, ça pourrait donner, convertissez plus de visiteurs en prospects qualifiés. Au moins, j'ai un bénéfice qui est clair. Imaginons, on est un outil de marketing automation. La fonctionnalité, c'est automatisation de vos scénarios d'email marketing. Le bénéfice, générer plus de ventes avec moins d'efforts. Vous voyez que c'est beaucoup plus puissant. Voilà, et puis un exemple qui commence un peu à remonter, c'était Plaisy, une marque de marketing automation, justement française, qui avait organisé 3 jours, c'était durant le Covid, 3 jours de webinars, et donc ils avaient demandé à des partenaires de participer à ces 3 jours. Et vous voyez que j'ai animé un des webinars durant les 3 jours, et j'ai véritablement utilisé le copywriting pour engager les audiences. Donc ça a donné 19 idées surprenantes pour générer une audience et des conversions de dingue à adopter dès maintenant. Et tous les mots, alors après en plus il y a le déroulé descriptif de l'événement, tous les mots sont effectivement calculés. Et le résultat, il n'est pas anodin puisque j'ai fait 1/3 de plus d'inscrits que l'organisateur. Donc j'étais, quand j'ai pris la capture d'écran, les inscriptions n'étaient pas finies, mais j'ai fini au-delà de 2000. Le deuxième était, je crois, à peu près dans les 700 inscrits. Donc on voit, et j'ai absolument pas fait de promotion de ce webinaire, j'ai simplement joui du trafic qui a été ramené par la promotion que mes petits collègues, mes partenaires avaient fait. Donc on voit véritablement à travers cet exemple que le copywriting produit des résultats quand c'est bien fait, hein, bien utilisé, produit des résultats absolument surprenants. Je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, des questions? Oui.
merci pour cette présentation. Vous parliez tout à l'heure de la mauvaise nouvelle. Et effectivement, moi, un journaliste m'avait dit, une bonne nouvelle, c'est pas de l'information. Et ça, c'est vrai, ça se vérifie tout le temps. Nous, on travaille en communication interne dans une grande entreprise et on n'a que des bonnes nouvelles à donner. On aimerait donner des nouvelles parfois vraies. On dit non, ça c'est négatif, etc. Est-ce que vous avez des exemples de communication interne où on utilise justement cette capacité à attirer l'attention avec une mauvaise nouvelle, quitte à donner la solution après, pour éviter ce côté systématique de toujours donner des bonnes nouvelles, où à la fin on se dit on est en train de perdre notre audience, puis il y a quelque chose d'un peu factice, à force de tout le temps, tout positiver en communication interne. Tiens, prends mon... C'est bon, pardon, ça marche. Par rapport aux bonnes nouvelles, ouais, en com interne, ce qui peut y avoir d'intéressant, alors les chiffres, déjà, ok, on va donner des chiffres, des questions, poser des questions, jouer, un peu de mystère dedans, rarement du négatif, parce que oui, on n'a pas de négatif à donner, et surtout on n'a pas envie d'aller sur du négatif. Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de... Tous les outils ne sont pas utilisés. C'est une trousse à outils, on utilise ceux dont on a besoin au bon moment. Une de mes clientes, c'était un grand groupe de BTP, elle me dit « Célim, j'en ai marre, juste à chaque fois d'annoncer « Nous sommes fiers d'être partenaires de ceci, nous sommes fiers de machin ». Il y a des figures imposées autour desquelles on va tourner qui vont être dures à modifier, c'est vrai. Et là-dessus, j'avoue, ne pas avoir de solution. Simplement, je ne vais pas aller dans le négatif juste pour aller dans le négatif parce que ça fait plus cliquer. Donc, on doit composer avec ça. Et la meilleure technique dans ce cas-là, pour moi, ce serait s'abonner à davantage de newsletters des concurrents pour voir comment eux écrivent et peut-être demander aussi à ChatGPT de reformuler, de nous donner d'autres idées de titres. Mais sinon, on va dire c'est limite un problème de riche. Donc, c'est un bon problème à avoir. Non, mais vous faites de la communication interne, partez du job to be done. Voilà, en quoi mon information va-t-elle intéresser mon public? Et là, si vous vous mettez véritablement dans les baskets de votre public, déjà, ça va être éclairant, j'imagine que vous le faites. Hein, mais après, comment ce public-là va-t-il recevoir l'information? Quels sont ses mots? Quels sont à la limite, ses peurs, sans jouer sur des problèmes? Quelles sont les émotions qui pourraient... Vous voyez qu'un petit surprenant au milieu de 25 outils SEO, bon, de suite, ça donne envie d'aller voir. Donc, vous pouvez jouer sur ça, sur des émotions, sur le fait que comment finalement ce message-là va être reçu par mon audience. Et là, vous pouvez trouver des petits, j'aime pas trop le terme, mais des sortes de petits hacks qui vont faire que, tiens, il y a peut-être quelque chose pour moi là dans cette communication. Et du coup, je clique et je commence à la lire. Toujours, attention, hein, toujours la frontière, c'est la promesse. Vous devez la délivrer. Hein, 25 outils surprenants. Si vous avez 25 outils qui ont été vus et revus, vous allez générer plus de déception qu'autre chose. Donc si vous dites 25 outils surprenants, il faut que ça soit 25 outils surprenants. Bon, au moins 20, quoi.